Bonjour, bonjour et bienvenue à notre webinaire sur le quotient spirituel. Bonjour. Comment évaluer votre quotient spirituel pour mieux manager. Voilà, envoyez-nous un petit coucou sur le chat pour nous dire que vous nous voyez et vous nous écoutez bien. Voilà, encouragez-nous parce que c'est important. Vous serez en principe 250 si tous les inscrits se connectent. Voilà, je reçois des messages de sympathie. Je sais qu'il y a notre ami Jean-Claude du Québec qui est présent. Salut Jean-Claude. Voilà, nos amis du Maghreb aussi, de Tunisie et du Maroc. Nous avons une personne de l'île de la Réunion. Bon, c'est très international et j'en suis ravi. Voilà, ça arrive, ça participe. Voilà, Jean-Claude Bernatchez. On vous voit du Canada. Très bien, Jean-Claude. Bienvenue à toi. Allez, donc ce webinaire va être animé par Jean-Christophe Bedos, qui va se présenter tout à l'heure, et moi-même. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre des webinaires mensuels que nous organisons au sein du Florian Mentionne Institut. On a été, je crois, un des premiers cabinets à organiser ce genre de webinaire bien suivi sur des thèmes de management, de recrutement, de RH, en fait. Hein, voilà. Donc, le cabinet, c'est moi qui l'ai créé en 1976. Donc, ça fait quelques bonnes années déjà, malgré mon jeune âge. Et depuis 2007, il est dirigé par Loïc Bruyère et Augustin Valero. Voilà pour la présentation globale. On est spécialiste en ressources humaines, en faisant du recrutement, de l'outplacement, de la formation, du coaching, des audits RH. Et on organise bien sûr des conférences. Mais comme vous aurez le PowerPoint dès 14h, hein, vous recevrez un PowerPoint, vous pourrez relire attentivement les différents slides. Hein, donc voilà. Donc en ce qui me concerne, pour me présenter brièvement, j'ai fait Subdeco à Toulouse, Sciences Po à Toulouse et licence de Sciences Éco à Paris 1. Voilà, donc auparavant, avant mon activité de conseil, j'ai travaillé dans le domaine du commercial chez Burux, à l'époque où Unisys s'appelait Burux, donc dans l'informatique. Hein, j'ai vendu des ordinateurs pendant 2 ans, un très grand moment. Voilà, et puis donc aujourd'hui, j'écris des livres, j'écris des articles, et j'ai créé et animé ce réseau international. Voilà, marié, 2 enfants, 4 petits-enfants, Lion ascendant Sagittaire, voilà, vous savez tout sur moi. Allez. Et notre ami Jean-Christophe, alors on t'écoute Jean-Christophe. Merci de me passer la parole Florian. Bonjour à tous nos webinaristes. Pour me présenter très rapidement, donc je suis issu d'une formation universitaire en gestion d'entreprise qui s'est finalisée par un DESS Marketing Communication à l'IAE de Clermont-Ferrand. Et ma carrière professionnelle s'est réalisée au sein de la grande distribution, de la publicité, de l'immobilier et de l'accompagnement de chefs d'entreprise en développement commercial ainsi qu'en recrutement. Voilà, pour me présenter très succinctement. Et donc, je te rends la parole, Florian, pour qu'on attaque cette présentation sur un concept novateur et pas évident à définir. Je te laisse l'introduire. Ok, t'es sympa. Alors, donc, voilà, j'essaye de retrouver notre... voilà. C'est bon, je l'affiche. J'y suis. Donc, le plan de notre webinaire, 3 points. Démarrer par le quotient intellectuel. Qu'est-ce qu'on entend par quotient intellectuel? Qu'est-ce qu'on entend par le quotient émotionnel? Et pourquoi je prône vers une évolution vers le quotient spirituel? Alors, le quotient intellectuel, tout le monde le connaît. Ça a été la grande mode, entre guillemets, il y a quelques années. Hein, c'est pour mesurer l'intelligence logique des individus. En gros, c'est un rapport entre l'âge mental et l'âge réel. C'est-à-dire qu'un gamin qui a un âge mental de 12 ans alors que son âge réel est de 10 ans, on va dire que 12 que divise 10 égale 1,2, donc on dirait qu'il a un QI de 120. Voilà, donc c'est très simple. Et pour classer, entre guillemets, l'intelligence logique des candidats, notamment dans le domaine du recrutement, c'est facile à utiliser. Il existe même une association qui s'intéresse à l'intelligence logique, qui s'appelle Mensa, et qui recrute à partir de 132. Voilà. Pour la petite histoire, mais vous ne le répéterez pas, je suis membre de Mensa, j'ai même été président régional Languedoc-Roussillon de Mensa. Mais bon, je ne m'en vante pas trop parce que ça fait trop
rouler les mécaniques, en fait. Hein. Mais bon, voilà, on est ce qu'on est, en fait. Hein. Bon, donc ça a été un petit peu la panacée dans le recrutement, ce quotient intellectuel, avec ses défauts, parce que s'il mesure bien l'intelligence logique, ben, il zappe d'autres formes d'intelligence, comme l'intelligence du cœur, l'intelligence artistique, l'intelligence spatiale, l'intelligence musicale, hein, ce que définissait en 1983 Howard Gardner. Voilà. Et la question qu'on peut se poser, c'est y a-t-il une forme d'intelligence supérieure à une autre? Et c'est vrai qu'elle est contextualisée par rapport à la culture dans laquelle on vit. Donc, c'est une forme d'intelligence, l'intelligence logique, le quotient intellectuel. On est passé ensuite à ce qu'on a appelé, enfin, ce que certains ont appelé, le quotient émotionnel. Alors, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? C'est ce qu'a défini Daniel Goleman en 1995. Pour lui, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de reconnaître, de comprendre, de maîtriser ses propres émotions et à composer avec les émotions des autres personnes. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus large. Hein. C'est quand même plus intéressant que le côté logique uniquement, en fait. Hein. C'est le côté un peu, ou même sur beaucoup comportemental. Quoique, on est arrivé rapidement, on est arrivé à ce qu'on appelle les soft skills. Alors, soft skills, bien sûr, c'est opposé au hard, en fait. Hein. Les soft skills étant un petit peu le logiciel, hein, ce qui est chez nous de manière interne. Et alors, l'intérêt, la grosse différence entre la personnalité et les soft skills, c'est que autant la personnalité semble être immuable, hein, on a des fondamentaux, les soft skills se travaillent et peuvent se développer. On est parti du constat que les seules compétences techniques ne suffisaient plus. D'où l'importance en entreprise de développer des qualités non professionnelles telles que la créativité ou l'empathie. Alors, il y a des listes énormes sur les soft skills. Hein, donc, Jérôme Moirot et Julien Moureux en ont créé une avec la capacité à résoudre des problèmes, la confiance, la gestion des émotions, l'empathie, la communication, etc., en fait. Hein. Et c'est vrai que ce qui va différencier deux individus, au-delà de la compétence technique, au-delà de l'intelligence, ben, ça sera justement ces soft skills, hein, ceux qui vont mettre en œuvre pour agir, en fait. Hein. Une question, Florian, par rapport à ces trois approches, donc le QI, le QE et puis les soft skills. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une prépondérance encore d'une des approches par rapport aux autres? Ben, je crois qu'on a des recruteurs qui maîtrisent bien certains outils et qui continuent à les utiliser. On peut les faire évoluer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la mode, entre guillemets, même, j'ai horreur de ce mot-là, c'est quand même les soft skills. Hein. Donc, en permanence, les gens nous rabattent les oreilles par rapport à ça. Et c'est important. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que cet effet de mode, ça reprend. En 1976, déjà, quand je faisais du recrutement, ben pour moi, le comportement de l'individu était important. La capacité à résoudre des problèmes d'un candidat, c'était important. Sa gestion des émotions, son empathie, sa communication, pour moi, c'était fondamental. Si tu veux, pour moi, il n'y a rien de nouveau. Hein, il n'y a rien de nouveau. Sauf que c'est devenu plus généralisé. Voilà, on y fait plus attention. En ce sens, c'est important. Voilà. Mais pour moi, ça a tout le temps évolué, en fait. Hein. Après, ça pose une autre question sur est-ce que les techniques de recrutement ont évolué. De manière provocatrice, je répondrai non, elles n'ont pas évolué parce qu'en permanence, on doit démarrer par l'analyse d'un besoin, évaluer un candidat, l'aider à réussir dans l'entreprise. Ces fondamentaux, ils existent. Que les outils aient été améliorés et perfectionnés, bien sûr, c'est évident. On peut faire des visios avec les candidats. Voilà, on peut gérer des candidatures au bout du monde, bien sûr. Mais fondamentalement, ça n'a pas changé. Voilà. C'est ça que j'ai remis un petit peu sur les soft skills. Rien de nouveau, en fait. Je te coupe, Florian. Peut-être aussi que tu trouves qu'elles n'ont pas trop évolué, parce qu'il y a plus de 40 ans de ça, tu as été précurseur en la matière sur la prise en compte de certaines variables qui n'étaient pas forcément évaluées à l'époque. Je ferme la parenthèse. Oui. On en rajoute, mais enfin, en fait, c'est quoi? Ça veut dire que on dépasse le côté matériel. De plus en plus, on est en train de dépasser le côté matériel pour arriver à l'immatériel. Et c'est un petit peu ma démonstration pour arriver au quotient spirituel, où là, on dépasse carrément le côté matériel, en fait. C'est une évolution logique. Dis-nous en plus. Alors j'en dis plus. Alors, pour moi, ce qui est important, c'est... pour tout le monde, c'est important.
on est confronté à une nouvelle situation. Qu'est-ce qu'on fait face à une nouvelle situation? Alors, les tenants du quotient intellectuel vont te dire, bah alors c'est très simple, face à cette situation, on va chercher la solution logique, la solution logique avec ses compétences techniques. On va faire des tableaux comparatifs. Hein, le DRH qui est omnibulé par la logique, ben, il va comparer les candidats entre eux par rapport à leur expérience, par rapport à leur diplôme, par rapport à leur connaissance des langues, par rapport à la connaissance des logiciels. On va pondérer ces différents critères et on va trouver on va faire un classement. Voilà. Dans la pratique, ça ne marche jamais, ça, en fait. Hein, parce qu'on n'embauche jamais celui qui est arrivé numéro 1 du classement. Mais c'est la solution logique, hein, par rapport à lancer un nouveau produit dans une entreprise. Lancer un nouveau produit, c'est faire une étude de marché, c'est savoir quel type de produit à mettre par rapport aux concurrents, à quel prix on va le mettre. Donc, une démarche très logique. Et puis après, il y a l'autre logique, l'autre comportement par rapport à une nouvelle situation, c'est utiliser ses soft skills, c'est-à-dire ses compétences douces. Et c'est tout ce qu'il y a autour. Et ce qu'il y a autour, c'est fondamental. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas inintéressantes, hein, loin de là. Mais je crois que face à une nouvelle situation, on doit s'intéresser aux deux, hein, au côté hard et au côté soft, bien sûr. Après, il y a un côté un peu humain dans l'appréhension d'une nouvelle situation, de vouloir se rassurer en rationalisant et donc en prenant des données objectives, quantitatives, factuelles. Ça rassure dans le cadre de la décision. Très humain, très humain. Mais que fait le chef d'entreprise quand il lance un nouveau produit? Quand il lance un nouveau produit, il sent le marché, il se décide, puis après il fait faire une étude de marché, et grâce à cette étude de marché qui lui montre qu'il a des raisons, il va voir le banquier pour emprunter de l'argent. Parce que le banquier, lui, il veut une preuve rationnelle, en fait. Hein. Donc, c'est curieux comme comportement. Enfin, c'est curieux et on le comprend à la fois. Mais on peut aller beaucoup plus vite. Hein. Le côté humain va plus vite que le côté chiffré quantitatif. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais… Oui, tout à fait. OK. Alors, donc, on a vu qu'il y avait deux démarches, la démarche logique, la démarche un petit peu émotionnelle avec les soft skills. Moi, je dirais, s'il y avait une autre démarche plus spirituelle, une démarche vers la spiritualité, mais une spiritualité sans religion, hein, c'est pas nécessaire, hein, une spiritualité sans Dieu, hein, donc c'est ça qui m'intéresse, et c'est un petit peu ce qu'on va essayer de voir maintenant. Alors, d'abord, qu'est-ce que la spiritualité? Commençons par définir la spiritualité. Moi, je la définis de manière très très simple. Voilà. Je suis très basique, très concret. Pour moi, la spiritualité, c'est ce qui n'est pas matériel. Tout simplement. C'est-à-dire, c'est ce qui va concerner l'être et pas l'avoir. Même si les deux sont importants dans la vie. Et c'est très amusant de voir le dollar américain qui, lui, justement, amalgame les deux. Amalgame l'avoir, le dollar, l'argent, côté matériel, hein, et puis on a le delta lumineux en haut de la pyramide du dollar américain qui montre qu'il y a une élévation vers la spiritualité. Hein. C'est très amusant, ça fait bien la synthèse entre l'être et l'avoir, en fait. Hein. Bon, retenons, mais ce n'est que ma proposition. Jean-Christophe, moi je reste très très humble dans ce que je vais dire, parce que pour moi c'est une recherche que je mets en application. Et moi je serais très heureux de pouvoir entamer un débat avec l'ensemble des participants pour améliorer ma présentation, pour améliorer ma réflexion, pour améliorer un écrit, puisque je compte demain faire un livre sur le quotient spirituel, ou comment manager grâce à la spiritualité. Je n'ai pas écrit un bouquin sur le management selon Jésus pour rien, en fait. Hein, donc, je veux qu'il y ait une suite, en fait. Hein, voilà. Et puis, il y a une logique avec le management épiphyte. Et pareil, hein, c'est cohérent avec le management. Faire grandir ses collaborateurs et collaboratrices, ça passe aussi par donner du sens. On va y venir. Exactement. Faire grandir ses collaborateurs, c'est les faire grandir, en fait. Hein, et c'est leur donner une autre dimension avec un sens à réaliser. Voilà. Donc, pour moi, la spiritualité doit permettre de dépasser la démarche du comment pour s'intéresser à la démarche du pourquoi. Voilà. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Du reste, si on reprend quelques débats qui ont un petit peu agité la France, on s'aperçoit que les débats sont faussés, mais totalement faussés.
Prends le débat sur le temps du travail. Le temps de travail, on va se battre sur est-ce qu'il faut 40 heures, est-ce qu'il faut 39 heures, est-ce qu'il faut 35 heures, et comment on va rémunérer ça, voilà, les heures supplémentaires, le comment, ça c'est du comment. Alors que le véritable débat, c'est pourquoi travailler? Pourquoi travaillons-nous? Qu'est-ce qu'on y met derrière le travail? Est-ce que c'est la simple recherche de rémunération? Est-ce que c'est la réalisation de soi? Est-ce que c'est un ego qui va s'exprimer? À quoi ça sert de travailler? Pourquoi travaillons-nous? Et jusqu'à quand allons-nous travailler? Bien sûr. Deuxième débat sur la retraite. Là, on s'écharpe sur 65 ans, sur 60 ans, sur 62 ans. Est-ce que tu as entendu un homme politique te dire qu'allons-nous faire à la retraite? Est-ce qu'on se prépare à la retraite? À part mon ami Pierre Vino qui a écrit un livre sur comment préparer sa retraite, bon, la réflexion, elle est assez faible en fait. Hein. Pourquoi? Qu'allons-nous faire? Comment allons-nous occuper notre vie? Est-ce qu'on a un nouveau projet de vie une fois cessé l'activité professionnelle? Donc pour moi, le pourquoi, il est fondamental et souvent on le minore. Je ne dis pas que le comment est inintéressant. Hein. Les deux sont importants. Mais il ne faut pas négliger l'un par rapport à l'autre. Hein, ça me semble évident. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas se poser ce genre de questions. Je fais une petite parenthèse concernant le débat sur la retraite, côté presque paradoxal. Il y a que les hommes politiques, toutes tendances confondues aujourd'hui, qui se positionnent sur l'âge de départ à la retraite, et qui ont tendance à partir sur un âge le plus bas possible pour permettre aux gens de profiter de cette retraite, ont eux-mêmes un âge qui est souvent au-dessus de cette moyenne de départ à la retraite et qui donne un sens, en fin de compte, à leur action politique en travaillant alors qu'ils ont largement dépassé l'âge de départ à la retraite qu'ils peuvent préconiser. C'est curieux quand même, hein, c'est curieux. Là, ils n'en parlent jamais en fait. Hein. Ça montre bien que la retraite n'est pas liée à un âge en fait. Hein. C'est comment je vais donner du sens à ma vie, non pas ma fin de vie, mais à mon évolution. Et ça, c'est important. On doit en parler. Il faudrait qu'il y ait des débats là-dessus. C'est plus intéressant que 60 ans, machin. Bref, je me comprends. Alors, pour moi, la spiritualité, qu'est-ce que c'est enfin? C'est donner du sens à son travail. Voilà, c'est le plus important. C'est déplacer le matériel, c'est viser le spirituel, c'est s'élever. Voilà, c'est ça, hein, le côté spirituel. Alors, ce côté spirituel, je crois qu'il y a les deux parties qui sont concernées. Il y a le manager qui est concerné et il y a le salarié qui est concerné. Et les deux ont un rôle important à jouer. Donc, je vais donner du sens, en fait. Hein. D'abord, prenons le manager. Quel est le rôle du manager dans cette quête de spiritualité? Premier point, c'est que le rôle du manager, c'est d'éclairer ses collaborateurs. C'est pas leur demander du chiffre en permanence, hein, comme malheureusement ça se fait en fait. Hein. C'est pas rechercher de bons exécutants. C'est au contraire de les aider à donner du sens à leur travail. C'est les faire adhérer à un projet d'entreprise qui va dépasser le simple aspect matériel. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faille négliger les revendications salariales, loin de là. Il ne faut pas négliger la gestion des horaires, le confort matériel, la gestion des carrières, la gestion des égos, mais ce n'est pas le plus important. Je crois que le manager doit parler éthique, il doit parler non pas religion, parce que ce n'est pas le but en fait. Le but, ce n'est pas de faire rentrer la religion dans l'entreprise, avec ses dogmes et avec ses réponses toutes faites en fait. Je crois que c'est plus, le manager doit avoir pour objectif d'aider ses collaborateurs à se poser des questions, ouvrir les esprits et rechercher le pourquoi autant que le comment. Voilà. Ça, c'est le manager, c'est le rôle du manager. Et en tant que chef d'entreprise ou en tant que consultant, nous, on incite les managers justement à les aider à ce qu'ils fassent poser des questions par leurs collaborateurs. N'ayez pas des exécutants autour de vous et des gens qui réfléchissent et qui se posent des questions. Et c'est en se posant des questions qu'on peut améliorer l'existant. C'est le but. Ce n'est pas qu'avec le comment, mais c'est le pourquoi. Le pourquoi est à la base du comment. Tu veux dire que le manager doit se positionner un peu comme nos anciens philosophes qui avaient une démarche maïotique par rapport à leurs disciples? Tout à fait, parce que finalement, ce sont les individus eux-mêmes qui ont la réponse à leurs problèmes. Encore faut-il prendre des projecteurs, les braquer et les faire s'exprimer. Or, la parole dans l'entreprise, elle n'est pas tellement liée au pourquoi. Elle est à chaque fois liée au comment on fait de manière quantitative. Je vais y répondre tout à l'heure. Et c'est navrant, en fait. Hein. Donc, côté manager, voilà le rôle du manager, non exhaustif, hein, mais dans cette recherche de la spiritualité,
ben, il a une responsabilité par rapport à ses collaborateurs. Et les collaborateurs, eux, ben, quel est le rôle du salarié? Je crois qu'il y a Lorraine qui réagit, qui est Qui ni moins. dit que c'est le meilleur rôle du coach, effectivement, d'aider le collaborateur à trouver les réponses qu'il a en lui-même. Je vois que Shadia aussi du Baroque arrive. Bonjour Shadia. Oui, bien sûr, c'est un rôle de coach. Et le manager, le bon manager, c'est celui qui a plusieurs casquettes. Hein. Il est manager avec des objectifs quantitatifs, mais il est coach pour animer, pour faire développer les gens, bien sûr. Alors le salarié, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, il doit trouver sa place dans l'entreprise. Trouver sa place, c'est pas assumer sa fiche de poste. Hein. Ce n'est pas que ça. C'est qu'est-ce que je fais dans l'entreprise? En quoi suis-je utile dans l'organisation? Et ça, je vais être fier. Il faut que je sois fier, il faut que le salarié soit fier de travailler dans son entreprise. Il faut donc développer la confiance en soi, il faut favoriser la reconnaissance de ses pairs. Si le salarié chez McDo n'est pas fier de travailler chez McDo, il va se flinguer, il va s'user, parce que le soir, quand il va voir ses copains et qu'il va lui dire « je travaille chez McDo », certains, malheureusement, vont ricaner. Alors que c'est une belle entreprise, qui a un beau projet, qui donne les moyens pour réussir. Voilà. Et le rôle du manager, c'est que les gens se sentent fiers. Et il faut que chaque salarié développe ce sentiment de fierté. Et on va le développer également en apprenant, en se perfectionnant sans cesse. Je crois que le salarié, il doit valoriser, il doit développer, il doit partager ses compétences, il doit s'investir dans l'entreprise, il doit s'engager, il doit s'impliquer. Il va rayonner hors de l'entreprise, par son action dans la vie associative, dans les réseaux sociaux. Tu vois, Jean-Christophe, que là, on est loin du côté technique, du côté quantitatif, en fait. Hein. C'est tout ce qu'il y a autour qui est intéressant. 6.6, partager la vision et les valeurs de son entreprise. Bien sûr, c'est la RSE. Et heureusement que de plus en plus, on parle de la responsabilité sociale de l'entreprise. Et enfin, c'est donc, le salarié doit dépasser la recherche du sens au travail par la recherche du sens à sa vie. Que fais-je de ma vie? Et ça, une remarque de Bruno, une citation très intéressante et qui parle effectivement, qui dit « Je ne taille pas des pierres, je construis des cathédrales ». Je sais que c'est une citation que tu apprécies particulièrement, Florian. Oui, moi aussi, c'est bien sûr, c'est ça, hein, c'est construire on doit tous construire des cathédrales. Et le chef d'entreprise, le manager doit aider ses collaborateurs à construire des cathédrales. Hein, c'est pas le côté technique, le côté immédiat qui est important, c'est tout le reste en fait. Hein, ça s'insère dans un projet d'entreprise. Tout le monde y participe, tout le monde doit être fier de travailler en fait. Hein. Dépassons le quantitatif. Et concrètement, comment rendre un collaborateur ou une collaboratrice fier de travailler pour une structure? Il va être fier déjà en le disant. Hein, en le disant, dans un réseau social, je crois que si on est content de son entreprise, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn, je vais le dire. Je vais le dire et je vais l'exprimer en fait. Hein, et ça va renforcer ma fierté. Là, je suis utile pour moi, parce que je suis bien dans ma peau en fait, hein, et je suis utile pour mon entreprise, parce que demain, ça va attirer d'autres collaborateurs. Le recrutement, il peut se faire par cooptation. Et quand on voit, quand les candidats, ils sont pas dupes, ils vont voir si les salariés se sentent bien de leur entreprise, s'ils sont fiers de leur entreprise. C'est quand même incitatif, hein, bien sûr. Donc, le salarié, il a un rôle à jouer par ce sentiment de fierté. Alors, comment il peut être fier? Il peut être fier par la satisfaction client, bien sûr. Et il fait tout pour que le client soit satisfait. C'est important, en fait. Hein. La première des vocations, le point d'objectif d'entreprise, c'est ça. C'est la satisfaction du client. C'est pas faire du fric. Hein. C'est pas chiffre d'affaires, c'est pas marge. Hein. C'est satisfaction du client. Et ça dépasse le côté matériel. C'est fondamental. Est-ce que je suis clair là? Tout à fait. Ok. Notre ami catalan, je vois que Yannick arrive, c'est très bien. Salut Yannick. De Catalogne. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait aller, point d'interrogation, vers un quotient spirituel? C'est une bonne question. C'est un petit peu l'objet de ce webinaire. En tout cas, si on va vers un quotient spirituel, on doit comparer deux choses. Hein, de la même manière qu'on comparait âge mental avec âge réel, hein, pour le quotient intellectuel,
ben là, on va comparer les objectifs immatériels et les objectifs matériels. Bien sûr. Et ça, on peut le faire dans le domaine du recrutement. Dans le domaine du recrutement, ben, on doit avoir des critères de performance quantitatifs et des critères de performance qualitatifs. Et quand on fera les bilans d'intégration, quand on fera les objectifs, les entretiens annuels d'appréciation ou d'évaluation, ben on va s'intéresser non pas aux résultats uniquement quantitatifs, mais également qualitatifs. Moi, j'insiste lourdement sur le côté qualitatif. Et que le manager ait ce réflexe-là, s'intéresser au côté qualitatif. En se défaisant de l'habitude de vouloir rationaliser par le quantitatif. Depuis tout gamin, on a été imprégné par la notation. Et à l'école, quand on était gamin, il fallait avoir plus que la moyenne, etc., en fait. Et les pyramides, elles existent par rapport aux notes, en fait. Le tableau d'honneur, l'excellence, c'est toujours des notes. Alors que peut-être que c'est le comportement qui est intéressant. Dans l'instruction, on doit développer une personnalité, on doit développer un comportement chez un enfant. Dans l'entreprise, c'est pareil, il n'y a pas que la simple réalisation d'objectifs quantitatifs qui sont intéressants. Bien sûr qu'il le faut, mais il faut dépasser ça. Donc, on doit dépasser notre vieux réflexe de s'intéresser aux chiffres pour dépasser les chiffres pour arriver à l'immatériel. Donc, c'est le comportement qui est intéressant. Donc, j'insiste sur ces critères de performance. Quand on regarde les commerciaux, ben, leur tableau de bord, c'est chiffre d'affaires, c'est marge, c'est nombre de clients, c'est le taux de pourcentage de transformation entre des prospects et des clients. Il n'y a souvent que des critères quantitatifs. La satisfaction client, je ne la vois pas, moi, dans les critères de performance. En tout cas, pas exprimée. C'est dommage, en fait. Peut-être qu'il y a autre chose. Pour les autres salariés, c'est pareil. Dans la production, quand on rentre dans un atelier, c'est le nombre de pièces produites, c'est le nombre d'objets en rebut, c'est les quantités de commandes, c'est les délais. Ce n'est que du quantitatif. C'est navrant quand même. Ça me semble évident qu'une entreprise ne peut tourner que si on est fier de ce que l'on fait et il y en a des objectifs ambitieux. Ça me semble évident. Tu reformules, Jean-Christophe, oui. les réactions de nos amis. N'attends pas la fin pour… Non, mais Jacques a publié une belle citation du maréchal Lyotet qui, en fin de compte, si on résume, dit voilà, aujourd'hui, le manager, le chef, ils n'ont pas le terme de chef, mais on est sur une citation militaire, ce qui est logique. Et le manager, c'est, en résumant, c'est celui qui a ses lanternes ouvertes sur tout ce qui fait l'honneur de l'humanité pour pouvoir accompagner et faire grandir ses collaborateurs et ses collaboratrices. Alors, oui, mais c'était une citation. Alors, quel que soit le milieu, que ce soit un milieu, je dirais, militaire ou pas militaire, entreprise ou familiale, cette notion-là, elle est importante, bien sûr. Bien sûr. Alors, je me paume dans les… voilà, ok. Donc, c'est pour ça que je dis ce qui est intéressant, c'est d'arriver, si on devait faire un quotient spirituel, il faudrait que ces critères de performance intègrent une performance qualitative. C'est-à-dire qu'il faut que ça intègre l'initiative, l'engagement, l'implication. Et donc, ça demande d'une part de faire preuve d'une certaine imagination en tant que manager. Comment encourager l'initiative, l'engagement, l'implication, et comment évaluer cette initiative, cet engagement et cette implication. Et comment sensibiliser ces collaborateurs en permanence à les inciter à l'initiative, l'engagement et l'implication. Alors, c'est ce qu'on appelle la communication paradoxale, en fait. C'est l'injonction paradoxale. C'est soit spontané. Soit spontané, c'est une injonction paradoxale. Donc, ça demande de la part du manager un sacré effort, quelque chose de pas simple à réaliser, mais ça doit faire partie de son métier. C'est son métier de manager. Aider les autres à grandir, à s'investir, c'est le boulot du manager.
Le boulot du manager, c'est pas que technique. C'est pas que technique. Inciter ses collaborateurs à participer aux réunions et à participer de manière active aux réunions. Donc, comment poser des questions, comment discuter, échanger, aider à prendre des décisions, inciter ses collaborateurs à des événements extra-professionnels, bien sûr, aller faire des conférences, pour les cadres notamment, aller faire des conférences dans des grandes écoles, porter témoignages, dans des organismes de formation. Voilà. Tout ceci pour arriver à un certain sentiment de fierté. Il faut que chaque individu ne soit pas un pion dans une organisation, mais soit un élément de valorisation pour l'ensemble. En fait. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est de réussir sa vie. Bien sûr, réussir sa vie. Pas dans la vie, c'est réussir sa vie. Alors, c'est vrai qu'il y a différentes manières de réussir sa vie. Chaque individu a sa propre solution. Tu parlais de magnétique, c'est vrai. Mais encore faut-il qu'on se pose la question. Et on doit avoir comme obsession permanente comment réussir sa vie. Ne pas attendre la fin pour dire de faire le bilan. Ce n'est pas à la fin qu'on fait un bilan. On le fait en permanence, bien sûr. Philippe, une remarque intéressante qui dit le souci, c'est que la mesure de la performance est quasiment toujours associée à la notion d'évaluation individuelle. D'où une question, est-ce que ce quotient spirituel peut aussi être développé, mis en place de manière collective, ce qui, en termes de management, est faisable, mais pas forcément spontané dans les entreprises? Bien sûr, mais même l'évaluation individuelle, peut-être qu'il faut la dépasser. Peut-être qu'il y a des évaluations quantitatives par équipe à instituer, avec un partage, je dirais, des récompenses, s'il y a obtention d'objectifs collectifs, bien sûr. Je crois que dans l'entreprise, ce qui est fabuleux, on peut tout faire. Voilà, on peut tout faire. Nos limites sont dans nos têtes. Donc, posons-nous des questions pour améliorer l'existant, et pas uniquement d'un point de vue ergonomique, d'un point de vue quantitatif, en fait. Comment, ensemble, 1 plus 1 égale 3. Le but, c'est 1 plus 1 égale 3. Et malheureusement, le 1 plus 1 égale 3, on ne le voit pas beaucoup dans l'entreprise. Donc, il faut bien réfléchir. Chaque entreprise est un cas particulier. Chaque groupe est un cas particulier. Je ne peux pas dire voilà comment il faut faire. Et donc, il faut partir des individus qui constituent un groupe pour pouvoir trouver la meilleure manière de travailler ensemble. C'est ça, en fait. Je ne sais pas si je suis clair, mais… Si, mais je réfléchissais à une difficulté peut-être de mise en place. Je pars pas comment dire, battu d'avance, mais on a aujourd'hui des structures qui se développent en ayant des objectifs de croissance qui sont très souvent tout le temps matériels. C'est l'augmentation du chiffre d'affaires, l'augmentation de la profitabilité, du profit. C'est un sens qui est purement matériel. Est-ce qu'il est vraiment envisageable de mettre ça en cohérence, en corrélation avec une démarche spirituelle, donc de donner du sens au travail qui ne soit pas la recherche du profit maximum? Et là, c'est le rôle du manager de tous les jours de dépasser le côté quantitatif. Et de montrer la lune du doigt, en fait, ne pas s'intéresser au doigt. Si on va montrer la lune du doigt, on doit voir les étoiles. C'est l'objectif final. Il faut monter sur le podium. Et on peut monter sur le podium, pas forcément avec des chiffres. Comment l'expliquer? Il y a bien une recherche personnelle, mais il y a aussi un effort collectif. Il faut qu'il y ait des objectifs collectifs. L'équité. Je vois que quelqu'un réagit sur l'équité. Oui, bien sûr. Et le manager doit être très équitable dans sa manière d'animer son équipe, bien sûr. Voilà. Donc, si on devait créer un quotient spirituel, ce quotient résulterait de la comparaison entre le quantitatif et le qualitatif. Voilà. Il faut qu'il y ait cet équilibre entre les deux, en fait. Et c'est la division de l'un par l'autre qui va nous donner un quotient spirituel. Bien sûr. Donc, je vais faire une pirouette cacahuète. On va dire que ce n'est pas le quotient spirituel qui est intéressant. Même si vous êtes venu participer à un webinaire sur le quotient spirituel, moi je dis que ce n'est pas le quotient spirituel qui est important. On ne doit pas s'intéresser uniquement au quotient, on doit s'intéresser à l'état spirituel.
Et c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est plus une démarche, en fait. C'est plus un processus. C'est changer les habitudes, sortir de la boîte, sortir de sa zone de confort et imaginer d'autres choses, en fait. Bien sûr, c'est ça qui est intéressant. Oui, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Oui, c'est tout à fait ça, bien sûr, bien sûr. Et pour arriver à une conclusion en trois points, autrefois, l'entreprise taylorienne, donc ce fameux Taylor, s'est imposée à notre corps par l'ergonomie, par un processus organisationnel pour simplifier les tâches, mais c'était très, très physique, je dirais. Ça s'imposait à notre corps. Ensuite, on est passé à l'entreprise managériale, qui, elle, s'est imposée à notre cœur et à nos émotions. Bien sûr, on est dans cet état d'esprit, en fait. Avec notre cœur, nos émotions, le bien-être dans l'entreprise. Oui, éviter le burn-out, ce sont des notions relativement récentes, bien sûr, c'est important. Okay. Et je crois que demain, on va s'intéresser à l'entreprise de l'être. À l'entreprise de l'être par opposition à l'entreprise de l'avoir et à l'entreprise du paraître. Oui, et l'entreprise de l'être, elle va s'intéresser à quoi demain? Elle va s'intéresser à l'âme. Et là, on voit bien qu'on passe du corps au cœur et du cœur à l'âme. Voilà, c'est tout le bien que je nous souhaite tous ensemble. Mais c'est un vrai changement de paradigme quand on réfléchit bien, parce que ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas la même recherche. La personne qui crée son entreprise, elle a quand même pour but de gagner sa vie par le fruit de son activité, en faisant bénéficier à des personnes d'un travail éventuellement, d'une technologie pour des clients. Mais l'idée, c'est pas uniquement d'apporter un niveau de conscience, que ce soit aux clients ou aux collaborateurs, c'est aussi de gagner sa vie, c'est de trouver un sens dans son activité par le biais de la création de cette entreprise. Aujourd'hui, comment faire en sorte que cette motivation de création soit viser l'entreprise de l'être et non plus l'entreprise managériale. Je ne parle même pas d'entreprise taylorienne. Concrètement, est-ce qu'il ne faudrait pas créer des formations pour ça? Parce que c'est... Alors, il faut mettre en place des outils pour arriver à ça. On en fait déjà, mais je crois que c'est plus au niveau de l'état d'esprit. Moi, je travaille beaucoup sur l'état d'esprit. On a besoin des deux, on a besoin du côté quantitatif et du côté qualitatif. Moi, j'ai une image que j'aime bien, c'est celle du train à vapeur. Le train à vapeur qui va livrer quelque chose. Et en livrant quelque chose, il va consommer, il va utiliser du charbon pour s'alimenter. Et donc, ce charbon, ça va lui piquer des mètres cubes et du poids, en fait. Donc, non seulement il doit apporter des choses, mais il doit s'auto-alimenter. Et dans notre entreprise, c'est pareil. On a besoin, dans nos objectifs individuels, on a besoin d'alimenter notre action. Et la rémunération est importante. Et la satisfaction de l'ego, c'est important. Mais il faut viser plus loin. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Bruno fait référence à une chose intéressante que je découvre. Il faut s'inspirer du Bhoutan qui a mis en place comme un indicateur de progrès, on va dire ça comme ça, le BNB, le bonheur national brut. Voilà, alors, je ne sais pas si physiquement ou concrètement il existe, si ça traduit un chiffre, mais l'idée est intéressante. C'est exactement ce que je veux faire dans l'entreprise, en fait. Parfois, ce n'est pas nécessaire d'avoir un chiffre, un quotient, un résultat, mais il y a une dynamique. Et c'est vrai que le Bhoutan a popularisé au niveau international cette notion de bonheur national brut. Et c'est très bien, c'est très bien. Ça va dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on doit s'ouvrir à autre chose, on doit casser les codes. Voilà, on doit casser les codes. Et s'il y a des pays ou s'il y a des chefs d'entreprise ou des managers qui cassent les codes, moi, je les approuve entièrement. Moi-même, à ma manière, j'essaye de casser les codes, en fait, parce que je prends un risque en parlant de quotient spirituel, en organisant ce webinaire. Je sais bien, je sors de ma zone de confort. Est-ce que je suis légitime pour en parler? Je ne sais pas, en fait. Mais je voudrais faire partager cette envie, cette volonté de se poser des questions et de s'améliorer et de dépasser le côté matériel. C'est vrai qu'il y a une prise de risque, c'est un concept. Oui. Mais surtout qu'il y a un peu un côté entre guillemets perché, c'est que c'est le manager New Age que tu nous proposes. Oui, en quelque sorte. Jésus sur le secours, oui, bien sûr.
Ah, donc on est confronté à des réactions qui sont effectivement, c'est la surprise. Hein. Yannick parle de responsabilité spirituelle de l'entreprise, la RSE. C'est pas mal, Yannick, c'est une belle dénomination. Effectivement, on pourrait parler de responsabilité spirituelle de l'entreprise. Une nouvelle forme de RSE, c'est tout à fait ça. C'est une très bonne idée. Et donc Jean-Claude, notre Québécois, qui nous parle de bonheur d'un seul brut, une solution de rechange au calcul habituel de la richesse. Oui, bien sûr, changeons de paradigme, c'est ça en fait. Mais c'est la recherche, voilà, c'est la recherche permanente. Il ne faut pas qu'on soit statique. Et dans l'entreprise, il ne faut pas qu'on soit statique. Moi, ce qui me gêne dans l'entreprise, vous savez, ce sont ces organigrammes qui sont figés, voilà, bien hiérarchisés, avec ça descend, voilà, de haut en bas. Et quand il y a une pièce qui s'en va, vite le DRH dit on va combler la pièce manquante pour arriver dans une gamme complète. Non, c'est pas ça un organigramme. C'est pas un ensemble bien léché. Pour moi, un organigramme, ce serait plus un mobile, pardon. Ce serait plus un mobile de Calder, donc quelque chose en déséquilibre permanent. Et quand on change, quand on enlève une pièce, on a un autre équilibre. C'est ça l'entreprise. On passe d'un équilibre à un autre équilibre en permanence et on se pose des questions pour améliorer l'organisation. Voilà, c'est ça l'entreprise. C'est pas quelque chose de figé. C'est surtout pas quelque chose de figé. Or, on veut nous rendre l'entreprise figée. Pas du tout. Pas du tout. C'est quelque chose de très dynamique, l'entreprise. Voilà. C'est bon, en t'entendant parler, je réfléchissais à des formes juridiques nouvelles qui vont un petit peu dans ce sens-là. Je pensais au SCOP, entre autres. Oui, les scopes, c'est une belle organisation avec des règles du jeu qui sont très, très différentes, mais on peut imaginer peut-être des entreprises utilisant non pas des salariés, mais des travailleurs indépendants, voilà, des freelances. Et là, c'est un autre mode de management, faisant voler en éclats la réglementation sociale ou autre chose. C'est plus complexe, je ne dis pas compliqué, c'est plus complexe en fait. Mais pourtant, c'est un petit peu ce qu'on doit faire. L'entreprise virtuelle, elle n'a pas besoin d'avoir des mètres carrés, des locaux. Et là, le Covid a fait sauter en éclats l'importance des mètres carrés. Avec le télétravail, maintenant, ça y est, on a dépassé tout ça. Donc, il faut peut-être anticiper et pas subir. Ceux qui s'en sortent mal sont ceux qui subissent les situations et pas ceux qui anticipent ou ceux qui s'adaptent en permanence. Et donc, il faut avoir des collaborateurs qui soient adaptatifs. C'est ça qui est intéressant. L'adaptation, c'est une qualité primordiale. Et qui doit être aussi, une personne évoquait tout à l'heure l'exemplarité, qui doit être mise en avant par le manager en termes d'exemplarité, doit aussi s'adapter et faire ce type de proposition, par exemple. Bien sûr. Bien, est-ce qu'on s'est tout dit? Je pense que non, on va arriver au terme de ce webinaire. On a eu quelques réactions et peu de questions. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à utiliser le chat, bien évidemment. Tu peux peut-être nous présenter les webinaires à venir. Ah oui, bonne idée. Webinaire à venir. Donc, en juin, le 16 juin, c'est Loïc Douillère qui va, sur un sujet hyper intéressant, travailler moins en gagnant plus. C'est génial, ça, comme démarche, en fait, parce que Sarkozy disait travailler plus pour gagner plus. Oui, voilà un paradigme éculé, en fait. Travailler plus pour gagner plus. Et Loïc nous propose quelque chose de révolutionnaire. C'est travailler moins. Enfin, quand il dit travailler moins, c'est travailler différemment, en fait. C'est travailler différemment et pour gagner plus. Et l'astuce, c'est ça. C'est pas forcément d'augmenter le SMIC horaire, c'est pas forcément diminuer le nombre d'heures de travail dans la semaine qui est important. On reste dans le même schéma. Peut-être qu'il faut travailler différemment. Et en travaillant différemment, peut-être qu'on peut gagner plus. C'est ça ce que va nous révéler Loïc le jeudi 16 juin à 13h. Et puis. Je vous 30 secondes, et pour revenir à la présentation d'aujourd'hui, le gagner plus, c'est intéressant. Plus de quoi? Est-ce que c'est plus d'argent, plus de temps, plus de. Tout à fait, tout à fait. C'est cohérent. Qu'est-ce que l'on va faire de ce gain? Gain de temps, gain de reconnaissance, gain d'argent, gain de progression, voilà. Et le 15 septembre, donc après les vacances, tiens, pourquoi des vacances? C'est intéressant ça, pourquoi des vacances? Voilà. On va se battre sur le nombre de journées, comment les utiliser, obligation de...
Pourquoi des vacances? Pourquoi le travail? Pourquoi des vacances? C'est intéressant. Donc, Augustin Valero va nous parler le jeudi 15 septembre. Comment déceler les CV trompeurs et éviter la période d'essai? La période d'essai, très très bon jeu de mots. Effectivement, puisque donc le Florian Ranson Institut a réalisé de nombreuses études sur les CV trompeurs. Et là, Augustin va nous donner une technique pour pouvoir déceler les CV trompeurs. Qu'un candidat enjolive son CV, ça semble normal. Hein, qu'il fasse un beau paquet cadeau, c'est très bien. En revanche, il ne faut pas que le candidat nous trompe par l'intérieur du paquet cadeau, en fait. Hein, l'intérieur, non. Il faut qu'il soit vraiment réel. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce que va nous dire Augustin là-dessus. Voilà. Donc, l'évocation des prochains thèmes de webinaire fait réagir Élise qui pose une question. Est-ce qu'on fait des webinaires sur l'hypersensibilité, sur le manager hypersensible et ou l'employé hypersensible et que mettre en place par rapport à ça? C'est une thématique intéressante. Ah oui. L'hypersensibilité dans le management. L'hypersensibilité, manager hypersensible, employé hypersensible, que mettre en place? Élise, c'est une très bonne question et moi j'aime bien rebondir sur des questions pertinentes voire impertinentes. C'est très bien, ça va m'obliger à bosser et à réfléchir. Mais Élise, je vous prends au mot. Hein, peut-être qu'après septembre, en octobre ou en novembre, faire quelque chose sur le manager hypersensible, pourquoi pas? C'est une bonne idée. On en reparlera. Mon cher Jean-Christophe. Bien, merci Florian pour cette présentation. Je suis ravi de l'avoir partagé avec toi. Merci à nos webinaristes. Oui, merci pour ta collaboration très active, Jean-Christophe, comme d'habitude. À chaque fois, c'est un plaisir de travailler ensemble. À vous tous, réussissez bien votre vie, hein, cherchez votre place, trouvez-la et sentez-vous-y toujours très bien. Merci à tous. De toute façon, vous allez recevoir à 14h, voire maintenant, le PowerPoint. Hein, voilà. Et le replay aussi, je pense. Il y a le PowerPoint et le replay de webinaire. Voilà. Il y a d'une part le PowerPoint, d'autre part le replay. Donc, vous pourrez suivre tout ça. Voilà. Merci pour les pouces. C'est très sympa. Merci pour vos commentaires. Voilà. Vous pouvez inviter des petits copains. Philippe Neymar qui nous dit webinaire, moins de stress, plus de bonheur. Ah oui, c'est un beau sujet aussi. Hein. D'accord. OK. Voilà. Merci. Bonne fin de journée à toutes et tous. Allez. À bientôt. Au revoir, à bientôt.